En ce début d'été, Alain de Benoist nous rejoint chez lui, à une centaine de kilomètres de la capitale. Penseur inclassable, figure centrale de la vie intellectuelle française depuis plus de 50 ans, il revient avec nous sur son parcours, ses influences et les grandes idées qui traversent son œuvre. Alain de Benoist, tout d'abord un très grand merci pour votre accueil chaleureux. Merci de vous être déplacé. C'est un très grand plaisir. Vous êtes un philosophe français, fondateur de la Nouvelle Droite, un mouvement de promotion culturelle et identitaire de l'identité européenne, et auteur d'une centaine de livres sur des thématiques diverses, dont notamment le néopaganisme, l'ethnopluralisme ou la critique du libéralisme. Quelques mots sur nous. FPD, Forum pour démocratie, est un mouvement culturel et social, pas seulement un parti politique, avec de nombreuses initiatives hors du Parlement néerlandais. Un exemple, on appelle Eerlijk eten, en français, manger honnêtement. C'est un projet où on fait une liaison entre les consommateurs et les agriculteurs locaux, donc pour la consommation saine et l'alimentation saine et locale, avec des souscriptions où les gens reçoivent chaque semaine leur nourriture directement des fermes autour d'eux. Deuxième exemple, la création des écoles privées, ce qui prend des années administrativement, les licences. C'est un travail de préparation pour le moment, mais ce sont deux exemples. Et en gardant à l'esprit l'approche gramscienne, la première question qu'on aimerait vous poser, quelle autre forme d'action pourrait être aujourd'hui des terrains propices à une action politique? Ou autrement dit, quelles devraient être les initiatives sociales et économiques concrètes à mener pour sortir des dépendances mercantiles et de l'uniformisation globale? Honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse précise. D'abord parce que je crois que ce n'est pas aux intellectuels qu'il faut poser les questions de politique pratique. La deuxième raison, tout simplement, c'est que je ne connais pas suffisamment dans le détail votre milieu politique. Les choses varient d'un pays à l'autre, évidemment. Je vous donnerai une réponse un peu générale. Dans le monde actuel, où on constate tous les jours la pesanteur ce qu'il faut bien appeler une idéologie dominante, toutes les opportunités, toutes les possibilités plutôt, je ne veux pas faire d'anglicisme, toutes les possibilités de créer des espaces de liberté sont les bienvenues. Donc selon les circonstances, ça peut beaucoup varier, mais ça varie aussi beaucoup selon les capacités et les tempéraments de chacun. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui sont venus me voir en me disant « qu'est-ce qu'on doit faire ?» C'est la question de Lénine par excellence. Et je leur ai toujours dit « qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Parce que ce qu'on a envie de faire, généralement, c'est ce qu'on fait le mieux. On ne décide pas de devenir théoricien, philosophe, activiste, homme politique, comme ça, en changeant de casquette. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut qu'il y ait une synergie entre les possibilités objectives et ce qu'on est capable et désireux de faire. Mais l'objectif général, c'est de créer des espaces de liberté, je dirais des territoires libérés par rapport à l'idéologie dominante. Au cours de votre vie, vous avez vu de nombreux mouvements politiques œuvrer à la résurrection de notre civilisation. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, ils n'ont pas encore réussi? Là aussi, il n'y a pas de réponse unilatérale. Il n'y a pas une cause magique qui serait l'erreur qui a été faite. Non, il y a différentes choses. La pesanteur historique, d'abord. Il y a des moments où des choses sont possibles, d'autres ne sont pas possibles.
Et même quand ce n'est pas possible, il faut continuer à faire, parce que c'est comme ça qu'on rendra les choses possibles. D'autre part, globalement, si l'on regarde la situation dans le monde, et singulièrement en Europe, on s'aperçoit quand même que depuis 10 ans au moins, il y a des transformations absolument considérables. Sur le plan politique, le fait principal, à mon avis, c'est que ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, c'est-à-dire les grands partis dont l'alternance rythmée d'élection en élection, le parti qui était appelé à dominer, cette alternance est en train de sauter. C'est-à-dire qu'il y a des tierces forces qui apparaissent, auxquelles on donne en général le nom de, le dénominateur péjoratif de populisme, parce que le mot peut recouvrir bien sûr des choses très différentes, d'autant plus que le populisme n'est pas en lui-même une idéologie, mais un style. Et ce style peut se combiner avec des idéologies très, très différentes. En tout cas, donc, dans le monde, tout cela bouge beaucoup. Donc, pourquoi ça ne s'est pas passé? Je serais tenté de vous dire que c'est en train de se passer, doucement. Mais ça monte. C'est un beau message. Monte, hein. Mais oui, c'est un beau message. D'abord, je crois qu'il ne faut jamais désespérer. Et ensuite, l'histoire est ouverte. La grande caractéristique de l'histoire, c'est qu'elle est ouverte et imprévisible. Heureusement d'ailleurs, parce que si l'avenir était prévisible, ce serait très ennuyeux finalement. Donc l'histoire est ouverte, et quand on regarde rétrospectivement les grands tournants, les grands événements, on s'aperçoit que personne ne les avait prévus. Je parlais de Lénine tout à l'heure. Lénine disait qu'il y a des semaines et des mois qui ont été plus denses et plus décisifs que des années et des décennies. Je me souviens encore que quelques mois avant la chute du mur de Berlin et l'effondrement interne du système soviétique, beaucoup de gens disaient « le système soviétique est là encore pour des années et des années et des années ». Ça n'avait pas été prévu. Regardez plus récemment la surprise qui a entouré l'élection de Donald Trump. Et la plus grande surprise encore, qui a fait suite à ces déclarations récentes qui équivalaient à l'éclatement en direct de ce qu'on a pu appeler l'Occident collectif. On reviendra peut-être sur cette question-là plus tard. Absolument. Mais c'est simplement pour dire que l'histoire, c'est comme des cliquets. Vous savez, on tourne un petit cliquet. À chaque fois, ça ne fait pas grand-chose. Puis à un moment, ça libère le mouvement. Et à ce moment-là, ça va. Donc, moi, je ne suis pas du tout... y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, parce que nous sommes dans une situation qui est très grave. Mais l'histoire est ouverte. La roue tourne. L'Europe a-t-elle, à votre avis, perdu son aristocratie? Et une Europe privée de cette élite peut-elle encore prétendre à la grandeur? Alors, je vais peut-être vous décevoir, je ne suis pas très élitiste. Je crois d'abord que la notion d'élite est une notion tout à fait neutre. L'élite, c'est ceux qui sont les meilleurs dans quelque chose. Mais il y a aussi une élite des gangsters, une élite des narcotrafiquants, et une élite de toute une catégorie de personnes que nous n'aimons pas beaucoup, ni l'un ni l'autre. Donc c'est ceux qui performent le mieux. Mais dans quoi? C'est ça qui compte. Deuxièmement, on s'aperçoit que les élites dirigeantes, finalement, se sont très souvent trompées. Appartenir à une élite, ce n'est pas une garantie qu'on va faire les bonnes décisions. Les élites sont souvent très intelligentes, mais quelle intelligence?
L'intelligence politique, c'est quelque chose de particulier, ce n'est pas l'intelligence philosophique, l'intelligence morale. Un philosophe de premier rang peut être un très mauvais politique. Hein. Et un très mauvais politique peut être un très bon chef de guerre, un très bon militaire. Donc, il faut relativiser tout ça. D'autre part, je crois que lorsque les élites ont failli, lorsqu'elles ont déçu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, lorsque les élites se sont coupées du peuple, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ben, je crois que c'est plutôt vers le peuple qu'il faut se tourner. Moi, j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui dans les réflexes et les instincts des classes populaires que dans des élites qui se cooptent elles-mêmes, qui vivent dans un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité, qui sont aussi cosmopolites et nomades que les classes populaires sont enracinées. Et c'est là une des causes majeures du déclin, de la décadence objective dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc les élites, oui, il en faut. Il n'y a pas de société sans élites, bien sûr. Mais si les élites sont coupées du peuple, ben, il faut se tourner vers le peuple pour qu'il produise des nouvelles élites. La plupart des penseurs qui défendent notre culture privilègent une vision nationale, tandis que nos adversaires semblent adopter une perspective plus européenne. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous centrez vos travaux principalement sur l'Europe? Ben d'abord, la distinction que vous faites n'est pas, à mon avis, totalement exacte. Dire d'un côté, il y a ceux qui sont pour la nation, de l'autre qui sont pour l'Europe, et nos adversaires sont du côté de l'Europe, je crois qu'il faut reformuler. Parce qu'il y a différentes façons d'être pour l'Europe. L'Union européenne, moi je suis tout à fait européen, je dirais un bon Européen, comme disait Nietzsche. Mais je déteste l'Union européenne. Pour toute une série de raisons. Parce que dès le départ, elle a voulu faire avancer la cause de l'Europe à partir de l'économie et du commerce, au lieu de miser sur la politique et la culture. Ensuite, parce qu'elle s'est dotée d'une structure qu'on appelle parfois fédérale, mais qui n'est pas du tout fédérale, qui est en fait parfaitement jacobine, c'est-à-dire centralisé à Bruxelles ou à Strasbourg, et qui dirige d'en haut, et qui prétend décider d'en haut de tout ce qui se trouve en bas. Moi, je suis au contraire pour le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes au niveau le plus bas où ils peuvent l'être, et ne laisser remonter vers le haut que les problèmes qui ne peuvent pas être traités à un niveau subalterne. D'autre part, l'Europe n'a jamais fixé ses frontières. On entend dire qu'il faudrait faire rentrer dans l'Europe la Turquie, l'Afrique du Nord, ou je ne sais pas quoi, mais il y a des frontières objectives en Europe. Ce sont des frontières relatives, bien sûr. On ne peut jamais dire l'Europe, ça se termine ici. Mais on peut se dire que ça se termine à peu près par là. Oui. Et puis d'autre part, et c'est le plus important, les promoteurs de la construction européenne n'ont jamais dit quelle était sa raison d'être. Et là, il y a deux grandes options. On a choisi l'Europe marché, qui finalement n'est qu'une pièce dans la mondialisation libérale, avec une adhésion évidente au libre-échange, au lieu de construire une Europe puissante. Une Europe puissance, c'est-à-dire dans le monde actuel qui devient de plus en plus multipolaire, un bloc, un creuset de culture et de civilisation qui puisse articuler la mondialisation sous une forme plurielle et non pas sous une forme d'une hégémonie mondiale, ni même d'un duopole comme on l'avait connu à l'époque de la guerre froide. Alors, comme l'Union européenne est tout à fait détestable, évidemment, même ceux qui ont une autre vision de l'Europe se replient sur la nation.
parce qu'elle existe malgré tout. Elle existe elle aussi en crise, mais ça peut être une position arrière, une sorte de refuge qui permet de faire face aux défis et aux enjeux du monde actuel. Cela dit, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Je crois que c'est Carl Schmitt qui disait déjà dans les années 30, 1930, que l'État-nation était entré en crise. Et je crois que c'est tout à fait exact. L'État-nation a été la grande forme politique de la modernité. La modernité se termine, on arrive dans une ère post-moderne, et nous entrons dans une ère post-beaucoup de choses, post-bourgeois, post-prolétarien, post-national. Donc, on est là dans un entre-deux. Et c'est finalement ce qui caractérise le mieux notre position. Nous sommes dans une époque de transition. Les Allemands diraient un Zwischenreich. On voit s'effacer peu à peu un monde que nous avons connu et parfois aimé, et se dessiner dans des contours encore un peu incertains, un nouveau monde menaçant à certains égards, mais qui peut aussi être porteur d'espoir. Et toute la difficulté, c'est d'être suffisamment attentif pour voir ce qui vient, pour l'analyser en termes de chance historique. Et pour cela, il faut sans doute abandonner des slogans, des idées toutes faites, des concepts même, tout un appareil conceptuel qu'on utilise depuis 10, 20, 50 ans, parfois 100 ans, et qui n'est plus adapté pour décrire ce qui se passe aujourd'hui. Nous partageons avec les États-Unis une histoire commune évidente. Mais envisagez-vous également un avenir clairement commun? Non, pas du tout commun. Et quand vous parlez d'histoire commune, j'ai déjà un peu un recul. Car qu'est-ce que c'est que cette histoire commune? C'est l'histoire d'une dissidence. C'est l'histoire d'Européens qui n'aimaient plus l'Europe et qui ont émigré pour trouver, alors c'était souvent des protestants puritains, pour trouver une nouvelle terre promise. Et ça a déterminé l'idéologie américaine, qui est une idéologie de la nouvelle terre promise, c'est-à-dire de la terre bénie de Dieu qui va rayonner sur le monde et influencer pour apporter la démocratie et la liberté, pour reprendre les termes de la propagande américaine. Donc moi je ne me suis jamais défini comme un occidental. Je ne suis pas un occidental, je suis un Européen. Et l'Europe et l'Occident, ce sont des choses totalement différentes. Il y a une logique européenne qui est une logique continentale, qui est une logique géopolitique. Et pour reprendre la distinction de Carl Schmitt entre la terre et la mer, nous appartenons à la puissance de la terre. Les États-Unis, tout comme l'Angleterre avant elle, c'est la puissance thalassocratique, c'est la puissance de la mer. Elle a une mentalité maritime. Qu'est-ce que ça veut dire, une mentalité maritime? Ça veut dire une mentalité qui est orientée vers les flux, comme les vagues, l'océan, les flux commerciaux, les flux technologiques. Le commerce est très maritime. Et d'ailleurs, même matériellement, les containers le montrent bien. Nous sommes dans une logique tellurique, logique de la Terre. Et la logique de la Terre, elle va de pair avec le politique. Pourquoi? Parce que le politique implique la frontière. Il implique le territoire, la frontière et la limite. Sur la mer, il n'y a pas de frontière. Tout est de l'ordre du flux. Vous voyez? Donc, cette distinction, elle a une valeur géopolitique, mais elle a aussi une valeur symbolique extrêmement grande. Alors, bien entendu, aux États-Unis, il peut se passer des choses différentes. Nous pouvons être en sympathie avec certains événements américains et en antipathie avec d'autres. Il est clair que Donald Trump, ce n'est pas la même chose que le malheureux Joe Biden. Mais
n'oubliez pas quand même si on sympathise avec certaines orientations ou décisions prises par Trump, même si l'on laisse de côté le personnage un peu étrange et caractériel, il faut bien le dire, qu'il est, Trump, son slogan, c'est MAGA, Make American Great Again. C'est pas du tout Make Europe Great Again. Et au contraire, il est le premier à dire avec franchise, et une franchise même assez provocatrice, que les intérêts américains ne sont pas du tout les intérêts européens. Et comme en plus, et à juste titre, il a un certain mépris par rapport à la décadence dans laquelle est tombée l'Europe, je vous renvoie au discours de Vance, n'est-ce pas, qui a fait beaucoup de bruit, il faut bien dire à la fois que nos intérêts ne sont pas les mêmes et que malheureusement, ce mépris des Européens, c'est-à-dire ce mépris de la classe dirigeante aujourd'hui au pouvoir, à quelques exceptions près en Europe, est relativement justifié. L'Europe a toujours été marquée par des divisions internes. Pourquoi croyez-vous aujourd'hui en son unité? Cela ne va-t-il pas à l'encontre de notre nature historique? Ben, elle a toujours été divisée, et c'est pour ça qu'elle s'est beaucoup fait la guerre. Regardez toutes ces guerres qui se sont accumulées pour toutes sortes de raisons, dont certaines étaient très bonnes et d'autres sans doute beaucoup plus mauvaises. Mais évidemment, on s'est affaibli dans tout cela. Alors l'unité de l'Europe, tout dépend à quel niveau on la place. Si vous avez en tête une unité ou une unification qui serait une éradication des différences, vous vous trompez bien sûr. Je crois au contraire à une unité à un autre niveau de souveraineté politique et spirituelle, mais qui ne cherche pas à faire disparaître ni les nations, ni les régions, ni les langues, ni la variété des cultures qui sont au contraire une profonde richesse de l'Europe. Donc tout dépend où ce qu'on entend par unité et par diversité. Regardez le mot diversité, par exemple, qui est aujourd'hui un mot très à la mode. Moi, je suis pour la diversité. Et pourtant, les gens que je combats se disent diversitaires. C'est qu'on ne parle pas de la même diversité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les cultures qui étaient jusqu'ici plus ou moins homogènes deviennent ouvertes au monde entier et finissent par se ressembler toutes. Que Paris, Amsterdam, New York, Berlin, Milan, Madrid, ce soit la même population. C'est ça qu'ils appellent la diversité. Moi, ce n'est pas ça que j'appelle la diversité. La diversité, c'est la diversité des peuples, des langues, des cultures, des régions, des nations. Donc, vous voyez à quel point les mots peuvent être complètement piégés. On pourrait dire, pour résumer la situation, que pendant des siècles et des millénaires, le monde était divers, mais que cette diversité reposait sur des unités culturelles bien distinctes, bien différentes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut introduire une diversité artificielle dans des cultures qui ont vocation à une certaine homogénéité, et en même temps, on veut unifier le monde pour en faire un grand marché où les gens, finalement, seront tous des consommateurs interchangeables. Les hommes ne sont pas interchangeables. Joseph de Maistre disait « J'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai vu des Français, des Russes, des Italiens, des Espagnols, des Hollandais, mais l'homme, je ne l'ai jamais vu. L'homme abstrait, l'homme de partout et de nulle part, l'homme des droits de l'homme. Celui-là, on ne le rencontre jamais. On ne rencontre que des personnes, et non pas des individus, qui sont liés à des héritages, à des appartenances et à toutes sortes de choses qui sont en amont d'elles-mêmes. Le développement technologique a connecté le monde entier. Cela ne rend-il pas la pensée identitaire obsolète à notre époque? Non, je ne crois pas que ça laisse, que ça
rend obsolète la pensée identitaire, mais ça l'oblige à se reformuler. C'est le grand problème de la technique. Si vous regardez en arrière, les grands changements de vie, déjà de vie quotidienne, dans les différents pays, n'ont pas eu des causes politiques, mais des causes techniques. La radio, l'aviation, la contraception, la télévision, aujourd'hui Internet, ça a été des révolutions silencieuses. Internet a changé concrètement la vie de milliards de personnes. Alors, évidemment, ça conduit à s'interroger sur la technique, d'autant plus que la technoscience prend une importance de plus en plus grande. On le voit avec les biotechnologies, avec l'intelligence artificielle qui n'en est qu'à ses débuts et qui va jouer un rôle considérable. La technique est quelque chose de très ambigu. Je ne suis pas technophile, je ne suis pas technophobe. Je pense, comme Spengler, qu'au départ, la technique, les outils, ont été nos organes, nos vrais organes. L'homme, comme dit Arnold Gehlen, est un Mangelwesen, un homme de manque. Il a par lui-même beaucoup moins de choses pour vivre, exister, se défendre que les animaux. Et donc, il a un besoin de l'outil, il a besoin de quelque chose qu'il fabrique lui-même et qui après se développe. Mais il y a un tournant. Ce que les anciens grecs ou romains appelaient la techné, c'est tout autre chose que la technique. C'est-à-dire que l'homme était maître de la techné. Avec la technique, il construisait des amphithéâtres, des routes, des temples, etc. Mais il restait maître de la technique parce qu'il y avait un rapport d'amicale connivence entre lui et le monde. Et cette connivence a sauté d'abord avec le christianisme, puisqu'il est dit dans la Bible à propos de la terre, dominez-la, transformez-la, peuplez-la et dominez-la, et que après, à l'époque de Descartes, puis de Galilée et de Newton, la nouvelle configuration scientifique de l'univers n'était plus du tout une configuration amicale et harmonieuse, mais celle d'un objet muet qui n'a rien à nous dire, mais que nous pouvons arraisonner, dominer, pour nous en rendre, comme dit Descartes, maître et souverain. Tout cela a été remarquablement étudié chez Heidegger. Donc, dès qu'on a passé un certain seuil, ce n'est plus la technique qui est à notre service, mais nous qui sommes au service de la technique. Et regardez comme nous sommes dépendants aujourd'hui des objets, des techniques, des machines, des boutons. Nous sommes devenus des animaux qui appuient sur des boutons pour se connecter à un ordinateur, à un terminal. Et de plus en plus éloignés de notre nature. De plus en plus, et surtout de plus en plus chez les plus jeunes. Oui. On est rentré dans le monde des écrans. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose de menaçant et que ce serait une grande erreur de croire que la technique est neutre. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut l'arrêter? Sans doute pas non plus. Donc, il y a là une réflexion très difficile qui est de savoir si l'on peut se réapproprier et subsidiairement quel type d'homme serait susceptible de se réapproprier les outils techniques. Sinon, on va vers des perspectives qui ont été dessinées jusqu'à présent essentiellement par la science-fiction, la guerre des hommes contre les machines, etc., etc. Mais on voit bien aujourd'hui déjà tout ce que font les robots, à quel point nous vivons, et nous sommes fiers de vivre dans un univers connecté. Est-ce que votre montre est connectée, votre lumière, votre appartement est connecté? Bon, on entre dans toute une série de problématiques où les vieilles distinctions, l'État, le peuple, la droite, la gauche, etc.,
ne nous aide pas beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est de droite ou c'est de gauche? La question est idiote. Oui. Mais on s'aperçoit que ce genre de questions idiotes concerne de plus en plus de domaines. Donc il y a là une réflexion très profonde à mener. Comment les jeunes générations peuvent-elles infléchir la trajectoire de notre société, compte tenu de leur nombre actuel? Comme toujours, en montrant qu'ils existent et qu'ils ne pensent pas la même chose que l'idéologie dominante. Alors ils le feront avec leur style, avec le style de leur âge et avec le style de leur époque. N'oubliez pas, c'est le sociologue Baudrillard qui le disait, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants de leurs parents, mais les enfants de la télévision. Alors on pourrait le dire pour les écrans, pour la technique, pour les réseaux sociaux et pour toutes ces choses. La grande difficulté, c'est que la baisse de la culture, on voit la chute rapide de l'école, par exemple, de l'enseignement. Les gens sortent de l'école aujourd'hui en ne sachant presque plus rien, sauf des petits groupes, évidemment. Donc, lorsque les gens n'ont plus de culture, ils n'ont plus les repères qui leur permettent de se structurer eux-mêmes, idéologiquement parlant. S'ils ne se structurent pas idéologiquement, c'est qu'ils n'ont plus les repères qui sont nécessaires. Donc, dans un tel climat, comment est-ce que nous pouvons amener les gens à développer leur esprit critique, c'est-à-dire à prendre un peu de distance vis-à-vis de ce qu'on leur dit, de ce qu'ils entendent. Voilà la difficulté. Mais il n'y a pas des... Vous savez, c'est pas comme pour fabriquer les crêpes. Il n'y a pas une recette infaillible qu'il faudrait appliquer en disant « Bon, ça va, les petits jeunes, vous voulez faire quelque chose, je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Non. D'abord, ils le trouveront eux-mêmes, et ils ont plus de chances de le trouver que nous, parce que nous ne l'avons pas trouvé. Mais si on voit nos nombres, le nombre de nos jeunes et le pourcentage qui sont dans la distribution des différents groupes ethniques dans nos pays. Ça varie selon les époques. Nous sommes dans une époque qui incite à la paresse, à l'hédonisme et à l'individualisme. Tout incite les gens à se comporter en consommateurs plutôt qu'en citoyens. Alors il y en a heureusement qui réagissent. Vous êtes là, il y a des journaux, il y a des revues, il y a des cercles, il y a des think tanks, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Mais quelquefois, ça n'embraye pas parce que la pesanteur de l'idéologie dominante est trop forte. À force de grignoter, à force de mettre des grains de sable dans la machine, elle finira par s'enrayer. Et il ne faut pas croire que quand ça va mal, ça ne peut aller que toujours plus mal. D'abord, quand ça va très mal, on touche le fond et on remonte. Deuxièmement, on ne peut pas prolonger à l'exponentielle des tendances actuelles. C'est la même chose pour l'économie. Vous ne pouvez pas avoir une croissance infinie. C'est la même chose pour la démographie. Sur un espace matériel limité, la planète Terre est limitée, vous ne pouvez pas entasser des milliers de milliards de gens. Donc, il y a un moment, il faut savoir reconnaître que plus, ce n'est pas mieux, et dire, maintenant, ça suffit. Mais cela, ça arrivera sans doute au moment où il y aura une grande crise, qui peut être une crise financière, une crise écologique, une crise politique, une crise géopolitique, une crise énergétique. Mais il y a un moment, c'est un électrochoc. L'électrochoc révèle les personnalités qui jusque-là étaient dormantes parce que vous ne voyez pas la nécessité ni même l'utilité de faire telle ou telle chose. Et puis, ça change. Quel destin voyez-vous pour notre civilisation si nos peuples demeurent passifs? Pas un très bon destin, évidemment. Mais pourquoi demeurerait-il toujours passif? Alors, évidemment, on peut regarder les civilisations de deux manières. Il y a une manière optimiste qui est de dire que si on s'y prend bien, si on ne tombe pas dans les erreurs,
notre civilisation va remonter la pente et indéfiniment va continuer à exister, parfois à s'améliorer, etc., etc. Le problème, c'est que cette vision rassurante, c'est aussi un peu la vision de l'idéologie du progrès. Demain sera forcément meilleur qu'hier, donc il faut rompre avec le passé. C'est très chrétien, et se projeter absolument, et se projeter vers l'avenir. C'est l'idéologie du progrès, est une forme sécularisée de la conception biblique d'une histoire unilittéraire, unilinéaire, pardon, qui va pour tous les peuples dans la même direction. Certains sont un peu en avance, d'autres en retard, mais finalement tout le monde va se trouver au rendez-vous final. Je ne crois pas beaucoup au rendez-vous final, évidemment, pas plus qu'au progrès indéfini. Il y a une autre vue, elle, beaucoup plus pessimiste, qui est la vue d'Oswald Spengler. Son livre « Le déclin de l'Occident » le dit bien, qui est une vue organiciste au départ, c'est-à-dire que les cultures sont des formes de vie collective, et comme toute forme de vie, elles naissent, elles grandissent, elles deviennent matures, elles deviennent adultes, et puis après, elles commencent à être gagnées par la lassitude, la vieillesse, elles vieillissent et elles meurent. Et Spengler disait, l'Occident est actuellement dans sa phase de déclin. Il appelait d'ailleurs civilisation la phase déclinante ou terminale de la culture. Et nous allons sans doute vers la fin. Alors, il faut bien réaliser en même temps que pour Spengler, il n'y a jamais de fin absolue. Quand une culture, une grande civilisation, prenons l'exemple de la civilisation de l'Antiquité, il y a un moment, elle disparaît. Qu'est-ce qui prend le relais? C'est la civilisation européenne. Aujourd'hui, peut-être qu'on arrive à la fin, mais qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pas s'arracher les cheveux en disant c'est terminal. Et Spengler disait, dans la phase finale, la figure politique qui apparaît, ce sont les nouveaux Césars. C'est le césarisme. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis actuellement, le couple étrange formé par Donald Trump et Elon Musk ressemble à ces diades césaristes de la fin de la République romaine. Il y a certains parallèles que l'on pourrait faire. Donc voilà. À quoi ressemblerait une Europe culturellement saine dans ses arts, son pouvoir et ses peuples? Vous me demandez trop. Moi, je ne fais pas profession de lire l'avenir. À quoi elle ressemblerait, mon Dieu? On a quelques exemples dans le passé, bien sûr, vers lesquels nos sentiments, nos regrets, nos désirs peuvent nous pousser. Et puis, je crois qu'il faut faire confiance à ceux qui viendront. Est-ce que c'est à nous de leur dire à quoi doit ressembler l'Europe? Qu'ils la fassent. Et si on est encore là, on dira c'est bien ou c'est pas bien. Mais je ne suis pas du tout un partisan de l'idée de progrès, mais je ne suis pas hostile contre les choses nouvelles. L'histoire humaine est pleine de choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, on les prévoyait pas. Qui prévoyait Internet il y a 30 ans? Personne. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Ouais. Donc, disons simplement dans l'idéal que ce serait bien que l'Europe reste vivante, avec des rapports sociaux organiques, avec une grande diversité culturelle, une grande diversité de langues aussi. Je pense qu'il serait bien qu'il y ait une langue obligatoire pour tous les Européens, mais pas au détriment des langues existantes. C'est exactement comme les langues minoritaires. Le breton, le corse, le flamand minoritaire en France, mais pas en Flandre, bien sûr. Je crois qu'on est naturellement polyglotte. Loin d'une simple question de gestion de ressources ou de crise de déséquilibre, vous voyez dans la situation écologique les conséquences
d'une hybris humaine. Une conséquence d'une hybris humaine. Oui, d'hybris, oui. D'une perte de connexion entre l'homme et l'environnement. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus? Je dirais que l'écologie est une très bonne chose. L'écologisme est parfois plus discutable. Et je me désole de voir les partis écologistes ou les partis verts avoir aujourd'hui des revendications qui n'ont qu'un rapport très lointain avec l'écologie. Je ne vois pas très bien ce que la légalisation du cannabis, par exemple, ou la propagation de la théorie du genre peut avoir d'écologique. Donc je crois, c'est pas très original, je crois qu'il y a une bonne et une mauvaise écologie. La bonne écologie, c'est celle qui d'abord identifie les causes profondes, premières, des dégradations des écosystèmes, des pollutions, et du fait que la planète et nos différents pays deviennent de plus en plus laids, de plus en plus empoisonnés. Je ne vais pas vous réciter, on l'entend constamment, toutes les choses auxquelles nous sommes exposés et qui détériorent notre environnement. Mais d'où ça vient? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Ça vient, à mon avis, fondamentalement, de l'idéologie du progrès qui nous a dit que plus c'était toujours mieux, et du libéralisme économique et du capitalisme qui nous disent eux aussi que toujours plus c'est mieux, toujours plus de profit, toujours plus de marché, toujours plus de croissance et ainsi de suite. Or, toujours plus, ça ne marche pas. D'autre part, nous sommes dans une société qui privilégie les valeurs calculables, les valeurs rentables, les valeurs marchandes, les valeurs commerçantes. À partir du moment où le plus important c'est le profit et la rentabilité, l'écologie, les écosystèmes, le respect des paysages, de la nature, passent nécessairement au second plan. Alors il y a ceux qui croient avoir résolu le problème en disant on va faire un développement durable. Mais le développement durable, c'est une façon de repousser les échéances. L'image que ça me suscite dans l'esprit, c'est un capitaine de navire qu'on avertit que son navire va tout droit sur un rocher et qui, au lieu de changer de route, dit on va réduire la vitesse. C'est la même chose. On réduit la vitesse, mais on va toujours tout droit sur le mur ou sur le rocher. Donc il vaut mieux changer de route. Alors ça pose la question énorme de savoir quelles sont les alternatives, comment est-ce qu'on peut en finir avec la logique du profit, qui est aujourd'hui si puissante qu'on a pu dire, sous forme de boutade, qu'il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Mais je crois que le capitalisme, on a vécu sans le capitalisme pendant des siècles et des millénaires, il va bien falloir trouver le moyen de vivre sans eux à nouveau. Donc, pour résumer, je suis très écologiste, mais je pense que si on ne pose pas les responsabilités fondamentales, si on essaye de vouloir mélanger ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable, c'est comme dessiner un cercle carré, ça ne marche pas. Comment le néopaganisme peut-il, selon vous, inspirer une résistance à l'uniformisation culturelle et spirituelle dans un monde dominé par la globalisation et la technologie, sans tomber dans une simple nostalgie ou un rejet de la modernité? Oui, c'est assez simple. Je ne suis pas un néo-païen. Je veux dire par là, je ne suis pas quelqu'un qui veut créer une église, une secte, ressusciter des cultes anciens, etc. Pour moi, ce n'est pas du tout cette approche-là qui est la mienne. Ça peut être l'approche d'autres que je respecte, mais ce n'est pas celle qui correspond à mon tempérament. J'ai une approche plus intellectuelle, je suis un intellectuel, j'ai une approche plus philosophique et une approche plus historique. Commençons par l'approche historique. Je crois que la prise de conscience d'appartenance à une culture, à une civilisation, implique
automatiquement de rechercher la longue durée, c'est-à-dire la durée qui nous rapproche le plus des origines, parce que les origines nous informent sur l'aboutissement, sur ce qui a été mis en route par l'origine, si vous voulez. Et quand on essaie de déterminer les origines, sans évidemment remonter trop loin, parce que on ne va pas remonter jusqu'au premier Homo sapiens, mais pour ce qui nous concerne, nous savons bien que 90% des langues qui sont parlées en Europe, à l'exception du hongrois, du finlandais, du basque, etc., sont des langues indo-européennes. C'est-à-dire des langues qui se sont détachées à un moment donné, il y a 4000 ou 5000 ans, d'un tronc commun qui était le tronc de l'indo-européen commun. Et s'il y avait une langue indo-européenne, il y avait évidemment des locuteurs, c'est-à-dire des gens pour la parler. Et c'est en ce sens que nous pourrons dire que nous sommes tous lointainement des descendants des Indo-Européens. Il se trouve que les Indo-Européens, comme tous les peuples de la Terre, avaient leur spiritualité, leur religion, et ces religions, c'était les différents panthéons qui composent les religions de l'Antiquité, polythéistes, avec leur survivance par la suite. Donc je crois que si on est dans une démarche identitaire, nécessairement, on aboutit à un moment ou l'autre au paganisme. Il y a évidemment des gens qui disent « Oui, mais alors nos racines sont chrétiennes ». Certaines de nos branches sont chrétiennes, bien sûr, et je serai le dernier à considérer comme négligeable le rôle et l'importance du christianisme dans l'histoire de notre civilisation. Mais le christianisme vient du Christ, et quand Jésus est né, la culture européenne existait déjà depuis des millénaires. Si on dit nos racines sont chrétiennes, alors on fait disparaître Aristote, Platon, Homère, tous les auteurs de l'Antiquité, toutes les cultures populaires celtiques ou germaniques, ce qui n'est pas très sérieux. Donc, être païen, c'est se réapproprier cette ancienneté, non pas pour faire des cultes bizarres, mais pour se pénétrer de ce que ces anciennes religions, ces anciennes spiritualités peuvent à nous dire sur le plan de l'imaginaire symbolique, sur le plan des mythes au meilleur sens du terme. Et à partir de là, on peut bien entendu, c'est ce que j'ai fait dans certains de mes livres, essayer de comparer la théologie du paganisme et la théologie du monothéisme, ou du christianisme, voir où elles se rejoignent et où elles s'opposent. Notamment, puisqu'on en a déjà parlé, dans cette conception de l'histoire, qui n'est évidemment pas la même, selon qu'on vous adhérez à l'idée biblique d'une histoire vectorielle, linéaire, où le passé, le présent et l'avenir sont des moments distincts, ou au contraire la vision des anciens, qui était une vision cyclique, où le passé, le présent et l'avenir soit revenaient régulièrement, c'est le mythe de l'éternel retour chez Nietzsche, soit s'envisager sous une forme non pas de cycle, mais de sphère. Une sphère dans laquelle le passé, le présent et l'avenir coïncident, ce qui paraît bizarre au premier abord, mais si vous réfléchissez un instant, lorsque le futur se produira, ou lorsque le passé s'est passé, il était présent. Il s'est passé comme présent. C'est seulement dans le présent que nous pouvons, nous, l'analyser comme passé et comme futur. Vous voyez, bon, on va là sur des choses un peu abstraites, mais qui sont évidemment très différentes. Et bon, j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus, à côté de mes livres les plus nombreux qui portent plutôt sur la philosophie politique et sur l'histoire des idées, mais je vous donne un peu un éclairage, là, minimal. Il y a 40 ans, ou il y a plus de 40 ans même, que vous avez écrit « Comment peut-on être païen ?» Votre vision du paganisme a-t-elle changé depuis? Elle n'a pas changé fondamentalement, elle a changé sur des points particuliers. Je veux dire, si je
refaisais ce livre aujourd'hui, j'écrirais pas exactement la même chose, mais la grande orientation générale, oui, elle est toujours, je la considère toujours comme valide. Pour vous donner un exemple, dans mon livre « Comment peut-on être païen ?», j'opposais beaucoup le paganisme au judéo-christianisme. Et les travaux que j'ai faits depuis et ce que j'ai pu apprendre me montrent que j'ai fait un usage un peu trop général, un peu trop élastique de cette notion de judéo-christianisme. Si on ne le définit, je veux dire par là que judaïsme et christianisme, ce n'est pas la même chose. Ce sont des religions très différentes, mais qui ont un tronc commun, bien entendu. Donc, aux différentes périodes de son existence, le christianisme n'a pas toujours été judéo-chrétien. Il l'a été tout à fait au début, tout de suite à l'époque de Jésus et tout de suite après la mort de Jésus, avec la constitution de la première communauté de Jérusalem sous la direction de son frère Jacques. Mais après, évidemment, le christianisme s'est implanté en Europe et son mode de propagation lui a imposé parfois d'éviter le choc frontal avec le paganisme et plutôt de christianiser le paganisme, puisqu'on sait bien que le christianisme a repris les lieux de culte, le calendrier liturgique, des thèmes qui viennent du paganisme. Le culte des héros a été remplacé par le culte des saints, le culte des déesses a été remplacé par le culte marial, etc. Ce qui fait que le paganisme a survécu souterrainement dans le christianisme et qu'en même temps le christianisme s'est en partie paganisé. L'apogée, c'est peut-être le moment du christianisme médiéval qui donne une place très importante aux traditions populaires issues du paganisme. Et par la suite, les traditions populaires seront toujours étudiées, pourront toujours être étudiées comme des survivances du paganisme, que ce soit dans le langage, les traditions, les fêtes, les célébrations de la naissance, du mariage, de la mort, etc. Je pense que ce qui a tué véritablement ce qui restait du paganisme, ce n'est pas le christianisme, c'est le monde moderne. Et en particulier, cette révolution silencieuse, formidable, qui a été la fin du monde rural. Le monde rural tel qu'on l'a connu il y a encore 2 ou 3 générations a disparu aujourd'hui. Les paysans sont eux-mêmes devenus des agriculteurs, c'est-à-dire des producteurs agricoles, et les traditions populaires ne constituent plus le lien social organique du monde rural tel qu'il se présentait encore au début du XXe siècle. Vous dites c'est aussi la séparation physique réelle de la nature vers les grandes villes. Bien sûr, bien sûr. Vous retrouvez tout un tas de scissions, la scission nature-culture, la scission paysannerie urbain. Et, vous le retrouvez. On le retrouve aujourd'hui d'ailleurs à une échelle inférieure, mais avec l'opposition, là je parle de la France, de ce qu'on a appelé la France périphérique, c'est-à-dire la France des petites villes, des petits bourgs, des campagnes, et la France centralisée, nomade, des élites urbanisées, qui jouent un rôle politique évident, notamment dans la montée des populismes. Les nouvelles technologies, nous avons déjà parlé un peu des technologies. J'ai une autre question. Est-ce qu'elles vous apparaissent favoriser ou entraver l'identité ? Alors, bon, d'abord, on ne peut pas tout ramener à l'identité. Je sais que l'identité est très importante. Vous avez consacré un numéro à l'identité. J'ai moi-même écrit un livre sur l'identité. Personnellement, je ne me dis pas identitaire. J'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui se disent identitaires. Mais moi, j'hésite à le faire. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que je trouve que l'identité est à la fois une notion essentielle et en même temps, c'est une notion très floue. On pourrait dire de l'identité ce que saint Augustin disait du temps.
Saint Augustin disait, le temps, je ne me pose pas de questions là-dessus, tout le monde sait ce que c'est que le temps. Mais quand on vous dit, mais pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'est le temps? Là, je ne sais plus très bien que dire. C'est un peu la même chose avec l'identité, parce que de quelle identité parlons-nous? Nous avons tous une identité ethnique, une identité nationale, une identité régionale éventuellement, une identité linguistique, une identité culturelle, une identité professionnelle, une identité sexuelle. Et dans toutes ces facettes de notre identité qui font tout ensemble, définissent notre identité, il y en a nécessairement certaines que nous, subjectivement, nous privilégions. Est-ce que notre identité ethnique est plus importante que notre identité régionale, par exemple? Est-ce que notre identité sexuelle est plus ou moins importante que notre identité politique? Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais par exemple, si vous êtes un homosexuel de gauche, est-ce que vous vous sentez plus proche d'un homme de gauche qui est hétérosexuel ou d'un homosexuel de droite? Vous voyez? C'est une excellente question. Oui. Pour illustrer, oui. Les gens ne répondront pas forcément de la même manière. Et on pourrait évidemment prendre des exemples plus subtils dans tout métier. Donc l'identité est toujours... Il est difficile d'en parler parce qu'elle existe objectivement. Personne n'est dénué d'identité, même ceux qui croient ne pas en avoir. Les gens qui veulent être citoyens du monde sont quand même de quelque part. Mais en même temps, il y a une part subjective de l'identité. C'est-à-dire, moi, je m'identifie d'abord comme ceci ou comme cela. C'est la même chose avec la notion de peuple. Vous avez toujours la dualité, le peuple en tant que ethnos, le peuple en tant que démos. Le peuple en tant qu'ethnos, c'est la culture, l'origine ethnique, etc. Et l'histoire aussi. Le peuple en tant que démos, c'est le peuple en tant que détenteur de la souveraineté politique, en tant qu'acteur politique, etc. Je crois que les deux, on ne peut pas les séparer. Si vous vous intéressez au peuple ethnos en laissant de côté le démos, vous êtes dans l'erreur. Et si, à l'inverse, vous identifiez tout au démos, sans compter pour l'ethnos, vous êtes aussi dans l'erreur. Mais par tempérament, chacun sera plus tiré d'un côté ou de l'autre. La réflexion analytique, philosophique, conduit à montrer qu'il faut tenir les deux en même temps. Alors, votre question, en fait, n'était pas là. Votre question, c'était sur les nouvelles technologies, non? La question était si les nouvelles technologies vous paraissent-elles favoriser ou entraver l'identité? Favoriser ou entraver l'identité? Aujourd'hui, ça l'entrave. Demain, ça peut le favoriser. Sur les droits de l'homme et leur universalité, vous avez souvent critiqué la notion de droits de l'homme universel en soulignant leur origine historique et culturelle spécifique. Pourriez-vous expliquer à notre audience pourquoi vous considérez que cette universalité est problématique et comment, selon vous, les différentes cultures et traditions devraient aborder la question des droits humains? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse dans la question que vous posez. Alors, en préambule, je dirais que je suis très hostile à toute forme d'universalisme, religieux ou profane, parce que, et en particulier à l'universalisme politique, je ne crois pas que l'humanité soit une catégorie politique ou morale. L'humanité, ce sont des cultures, des peuples, des langues, et je crois que nous n'appartenons pas à l'humanité de façon immédiate, mais de façon médiate. Ça veut dire que nous appartenons à l'humanité par le truchement, par l'intermédiaire de la culture qui est la nôtre. Les gens qui disent « je suis d'abord un homme et ensuite un Français ou un Italien », pour moi, c'est totalement faux.
je suis d'abord un Français ou un Italien ou un Allemand ou un Néerlandais, et c'est comme tel que je me rattache à l'humanité. D'autre part, l'universalisme est toujours un ethnocentrisme masqué, et c'est le cas précisément de l'idéologie des droits de l'homme. D'un côté, on proclame les droits d'un homme abstrait, n'importe quel homme, indépendamment de ce qu'il est concrètement, sans voir que c'est une abstraction, tout simplement. Et surtout sans voir que c'est dans la sphère occidentale, européenne, que cette idéologie est apparue. Oui, et elle traduit par là le désir ethnocentrique de l'Occident de vouloir assujettir le monde entier à sa même conception de la morale, de la religion, de la politique, de la gouvernance, etc. Deuxièmement, en ce qui concerne les droits de l'homme, il n'y a pas seulement le problème de l'universalité, pardon. Il y a également la façon dont on peut les voir dans l'histoire du droit. Nous sommes redevables aux Grecs et aux Romains, considérablement, aux digestes, aux jurisconsultes, de la définition du droit. Pour eux, le droit définit l'équité dans une relation. C'est-à-dire que dans une relation, dire le droit, la juridiction, qui consiste à le juge dit le droit, il dit quelle est la part qui revient à chacun. Qu'est-ce qui est équitable que chacun est ou n'est pas. Dans cette conception du droit, le droit est extérieur à l'homme. Il est une substance extérieure à laquelle on fait appel pour dire le droit. Dans le droit naturel moderne, qui trouve ses origines dans le nominalisme médiéval en particulier, ou la seconde scolastique espagnole, le droit devient un attribut de la personne. Vous êtes censé avoir à la naissance des droits comme vous avez des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. C'est une croyance imaginaire. Les gens n'héritent pas de droits tout constitués avant eux. Les droits qu'ils ont, ce sont ceux qu'on leur a transmis individuellement ou collectivement. Ce sont ceux qu'ils ont conquis, qu'ils ont obtenus, et pour lesquels ils ont créé les conditions de garantie qui permettent de les perpétuer. Donc la conception du droit, de l'idéologie des droits de l'homme, est à mon avis fautif parce qu'elle se base sur l'idée de droit naturel. Il n'y a pas de droit naturel dans ce sens-là. Et enfin, troisième point, l'idéologie des droits de l'homme prétend préserver les libertés. Et de ce fait, quand on critique l'idéologie des droits de l'homme, on se voit inévitablement soupçonné de vouloir un régime autoritaire, dictatorial, qui nie les libertés. Pas du tout. Dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Critique des droits de l'homme », au-delà des droits de l'homme, le sous-titre c'est « Comment défendre les libertés ». Et ce que j'essaye d'expliquer est que la liberté collective est une notion politique, qu'elle ne peut être défendue que politiquement. Vous défendez des libertés politiques par des moyens politiques. L'idéologie des droits de l'homme prétend défendre les libertés, surtout individuelles d'ailleurs, par une argumentation strictement juridique et morale. Alors que la liberté n'est pas un problème essentiellement juridique ni moral, même si on peut avoir développer des considérations juridiques et morales à propos des libertés. Donc voilà un peu les trois points sur lesquels s'articule très vite encore, nous sommes pressés par le temps, la critique que j'ai pu faire de l'idéologie des droits de l'homme. Non pas contre les libertés, mais au nom de la liberté. Sur la relation entre droits de l'homme et démocratie. Dans vos écrits, vous avez exploré la relation complexe entre les droits de l'homme et la démocratie. Pourriez-vous nous dire comment, à votre avis,
cette relation influence les sociétés contemporaines et quelles en sont les limites ou les dérives potentielles? L'idéologie des droits de l'homme est une idéologie libérale. C'est-à-dire qu'elle découle de la conception du droit des théoriciens libéraux, John Locke, etc. L'idéologie des droits de l'homme est une idéologie libérale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle attache autant d'importance aux individus et aussi peu aux peuples et aux collectivités. Les libéraux privilégient l'individu, pensent que la société n'est qu'une addition d'individus. C'est ce que disait Margaret Thatcher quand elle disait « There is no society », il n'y a pas de société, parce que pour elle, il n'y a que des individus. Ben si, justement, il y a une société. Et les libéraux, eux, ne voient que l'individu, ils ont recours pour étudier les collectivités à ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Comme les libéraux ont beaucoup de mal à voir autre chose qu'une addition d'individus dans une collectivité, que ce soit une société, une communauté, un peuple, une nation, ils ne sont pas portés à doter le peuple, par exemple, d'une quelconque souveraineté. Aujourd'hui, on parle de démocratie libérale, comme si les deux étaient synonymes. Mais en réalité, lorsqu'on étudie l'histoire des idées, on voit bien que le libéralisme d'un côté, la démocratie de l'autre, ont eu des trajectoires totalement différentes. Elles se sont croisées de temps en temps, notamment à l'époque de la guerre froide, où les libéraux et les conservateurs se retrouvaient unis contre le communisme soviétique. Mais aujourd'hui, ça s'est à nouveau dissocié. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, en dernière analyse, défend les droits individuels et que la démocratie repose au contraire sur la souveraineté du peuple. Entre les deux, il y a forcément un conflit possible. Et quand ce conflit éclate, que nous dit l'idéologie des droits de l'homme? Eh bien que c'est le point de vue libéral qui doit l'emporter. Ce qui fait que le fonctionnement de la démocratie est placé en quelque sorte sous condition. On bride la libre décision démocratique dès l'instant où elle antagonise les principes libéraux des droits de l'homme. Concrètement, une loi démocratiquement votée, dans une société démocratique, si elle va à l'encontre de tel ou tel principe de l'idéologie des droits de l'homme, eh bien, les juges la décréteront nulle et non avenue et obligeront les gouvernements à la supprimer. Donc là, on est dans une situation qui nous renvoie à la dépendance de la classe politique aujourd'hui par rapport aux juges, ou par rapport en France au Conseil constitutionnel. Au départ, le Conseil constitutionnel avait pour but de vérifier que les lois, telles qu'elles étaient adoptées, respectaient le texte de la Constitution. Et puis, d'année en année, on a décidé de créer, par un artifice de langage, ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que l'on a décidé que certaines grandes déclarations, la Déclaration des droits de l'homme de 1948 par exemple, devaient être considérées comme ayant le même poids que la Constitution elle-même. Et celle-ci, du même coup, s'est trouvée complètement vidée de son objet. La Constitution de la Ve République, adoptée lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, n'était pas du tout une constitution libérale. L'un de ses rédacteurs, René Capitan, avait même été influencé par les écrits de Carl Schmitt. Donc l'introduction de ces grandes proclamations des droits de l'homme comme ayant valeur contraignante au même titre que la Constitution est en réalité un déni flagrant de démocratie. L'identité est un concept clé dans votre œuvre.
notamment en réaction à la modernité et à la globalisation. Comment définissez-vous l'identité dans un monde de plus en plus globalisé et quel rôle joue-t-elle, selon vous, dans la vie des individus et des communautés d'aujourd'hui? Bon, on a déjà parlé de l'identité, de ses les différentes manières de l'appréhender. Oui, on peut critiquer la modernité du point de vue des identités, tout simplement parce qu'on constate que plus l'idéologie libérale, individualiste et économiciste portée par le libéralisme s'est étendue, plus on l'a vu faire dépérir les liens extra-individualistes, les liens, attaquer le caractère organique des liens sociaux, s'opposer à tout ce qui relevait des communs, s'opposer à tout ce qui relevait de l'économie du don et du contre-don, hein, toujours pour substituer uniquement les valeurs marchandes fondées sur la différence de la valeur d'usage et de la valeur d'échange, en privilégiant la valeur d'échange qui permet à l'argent de se nourrir de lui-même et au capital de se constituer par une suraccumulation progressive. Donc la montée de la modernité a été concomitante de la disparition des liens sociaux, des traditions populaires et de tout ce qui était porteur de l'identité. Mais évidemment, l'identité, elle est toujours là, sous-jacente, hein. Les gens ont besoin d'identité, même ceux qui croient pouvoir s'en passer. Il n'y a rien de pire que d'être privé d'identité. Si on vous dit qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes, je ne sais pas, je suis rien, c'est pas du tout crédible, mais surtout c'est pas du tout facile à vivre. Comment peut-on avoir l'idée de vivre sans avoir d'identité? D'autre part, quand on regarde la mondialisation, qui est déjà très avancée, il y a une chose qui est frappante, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous, c'est que d'un côté, le monde devient de plus en plus homogène. On a l'impression que partout où on va dans le monde, on voit les mêmes constructions, les mêmes magasins, les mêmes modes, les mêmes musiques, les mêmes spectacles. Et on a l'impression que la mondialisation a été une sorte de rouleau compresseur. En même temps, et pour rester en Europe, c'est encore plus vrai en dehors de l'Europe, évidemment. Moi, je voyage beaucoup. Je trouve que les Allemands sont toujours terriblement allemands, les Italiens terriblement italiens, les Français terriblement français, les Anglais terriblement anglais, les Néerlandais terriblement néerlandais, les Espagnols terriblement espagnols, etc. Ce qui donne à penser que cette mondialisation unificatrice et homogénéisante, elle est reçue, et je dirais même filtrée, de manière inconsciente par les gens. Les gens deviennent un peu pareils, mais pas complètement pareils. Et quand on voyage, on s'en aperçoit. Quand vous êtes aux États-Unis, les Américains ne réagissent pas du tout comme des Italiens ou comme des Français. Et chaque peuple conserve sa spécificité. Mais c'est une sorte de psychanalyse qu'il faudrait faire. Parce que la spécificité, elle est là, sous-jacente. On s'en aperçoit très bien quand on a des relations. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des mariages mixtes, c'est-à-dire qui ont épousé les uns une Allemande, une Espagnole, une Italienne, etc., une Anglaise. Et dans la vie de tous les jours, même s'ils s'entendent très bien, il y a toujours des choses, des petits problèmes qui se posent parce qu'ils n'ont pas la même nationalité, ils ne voient pas les petits détails tout à fait de la même manière, voyez-vous. Donc il y a cette spécificité qui reste et qui ne demande qu'à être revitalisée, ramenée de l'inconscient à la claire conscience, toute chose qui nous renvoie aux difficultés que nous avons déjà parlé, bien entendu. Et au fait que malheureusement, il n'y a pas de solution toute faite, sinon qu'il faut
essayer de se structurer idéologiquement, d'être conscient de la situation et d'avoir la volonté d'agir ou de se battre. Quel regard portez-vous sur les derniers développements historiques dans le monde? Y voyez-vous le début d'un cycle de résistance à la globalisation et à la perte des souverainetés collectives, ou bien le signe d'une lutte éternelle entre peuples inconciliables? Je pense qu'il y a une résistance, mais c'est comme l'identité, elle n'est pas toujours consciente. Trop d'homogénéisation entraîne immédiatement un contre-mouvement de spécificité. Alors là, ça peut paraître un petit peu abstrait, bien que ce soit une loi générale, une poussée dans un sens, on mène une contre-poussée, de la même manière que, vous savez, on a distingué les sociétés qui ont des intérêts, les sociétés qui ont des valeurs. Lorsque les intérêts envahissent tout, les valeurs reviennent, et quand il y a trop de valeurs, c'est les intérêts qui reviennent. Je crois que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Il y a une résistance. Alors, simplement, cette résistance peut prendre des formes différentes. Elle peut se traduire par des votes protestataires, contestataires, qui, quand même, prennent de plus en plus d'ampleur à la faveur de tous les populismes et toutes ces choses-là. Ça peut prendre, au contraire, la forme d'une abstention, les gens qui ne votent plus. Ils ont tout essayé, rien ne marche, ils disent « bon, moi je reste chez moi ». C'est l'abstention. Ça peut prendre la forme d'une sorte de mise en retrait individuelle par rapport au monde, de dire « bon, ben moi je n'aime pas le monde dans lequel je vis, mais je n'ai pas les moyens d'agir sur lui, alors je vais partir explorer la Terre, je vais me réfugier dans le sport, dans les voyages. » Il y a ceux qui vont essayer des petites tentatives de sécession, en disant on va recréer des petites communautés qui seront préservées, où les parents, les enfants, tout ça. L'expérience, malheureusement, montre que ça réussit très, très rarement. On ne peut pas recréer les populations amish des États-Unis. Mais on voit bien que tout ça manifeste un certain malaise. Les gens ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux. On les voit marcher dans la rue comme s'ils étaient accablés, fatigués, vidés de leur énergie. Regardez les antidépresseurs qu'ils prennent. Les gens ne sont pas heureux. Alors ils se réfugient dans la famille, mais il y a les problèmes de couple, les problèmes de coexistence avec les deux générations. Bon, tout ça est vieux comme le monde, mais on voit que les gens aspirent à quelque chose d'autre, mais en même temps ils n'y croient pas tellement, parce qu'ils ne voient pas ça pousser, émerger. Donc il faut attendre encore. Il faut être conscient, mais oui, c'est vrai, c'est vraiment cela. Les chocs entre les peuples, bon, j'espère que non, parce que je crois que nos ennemis, c'est jamais un autre peuple. Nos ennemis, à nous et à ceux de l'autre peuple, c'est ceux qui veulent tuer tous les peuples. C'est ce que Guillaume Fay avait appelé le système à tuer les peuples. Le système à tuer les identités. Notre identité n'est pas fondamentalement menacée par l'identité des autres. Ça peut arriver, bien sûr, mais marginalement. Dans un monde un peu idéal, chacun doit pouvoir vivre à son rythme et comme il lui plaît. C'est pour ça que sur la question de l'immigration, bon, je suis très hostile à l'immigration massive, incontrôlée, étrangère que nous voyons. Là, je crois que je ne vous surprendrai pas en disant ça, je n'ai pas de haine vis-à-vis des immigrés individuellement. Ce sont des malheureux. Ils prennent des risques incroyables pour venir. Ils sont exploités, les femmes sont violées, ils sont volés, dépouillés, tout ça parce qu'on leur a fait miroiter que l'Europe ou l'Occident était une sorte d'Eldorado. Et c'est pas ça. Et leur présence massive entraîne des pathologies sociales
dont est victime la population d'accueil. Finalement, c'est un jeu terrible, perdant-perdant. La population d'accueil est perdante et la population qui arrive massivement est perdante elle aussi. Elle se coupe de son origine, de sa culture, de son monde, de ses valeurs. Elle est porteuse d'un autre système de valeurs que le nôtre, et donc les deux rentrent en contact. Ou bien alors ça éclate en communautarisme, et à ce moment-là, c'est l'unité de la vie sociale qui éclate en une sorte d'archipel. Ou alors on tente une assimilation forcée qui ne marche pas. L'assimilation, ça marche sur des individus, pas sur des populations entières. Comment les Européens se positionnent entre les États-Unis de 2025 et son évolution récente et la Russie de l'autre côté? Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à se positionner, bien entendu. Mais je dirais qu'au-delà des événements, la guerre en Ukraine, l'élection de Trump, etc., il reste des grandes constantes géopolitiques. C'est celle dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de la terre et de la mer. Nous sommes des continentaux, des habitants du grand continent eurasiatique, et la Russie aussi. Nous ne sommes pas des habitants des Amériques, et en particulier des États-Unis. Donc nos intérêts à long terme seront toujours plus convergents avec la Russie qu'avec les États-Unis. Après, il se passe des conjonctures, évidemment. Le grand drame de la guerre d'Ukraine, je crois qu'il faut qu'on parle un peu de la guerre en Ukraine. Vous savez, d'abord une petite note personnelle. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens et j'ai beaucoup d'amis russes. Et je n'ai pas plaisir à les voir se massacrer par centaines de milliers, comme c'est le cas depuis 3 ans. Et j'ai d'autant plus de regrets que je suis convaincu que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu et pouvait ne pas avoir lieu. La guerre n'a pas commencé lorsque les Russes sont arrivés en Ukraine. Quand les Russes sont arrivés en Ukraine, il y avait déjà 15 000 habitants russophones du Donbass qui avaient été massacrés. La cause première de cette guerre horrible et fratricide a été la volonté des États-Unis et de l'OTAN, c'est la même chose, de pousser l'implantation de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, ce qui était inacceptable pour les Russes. De la même manière qu'il aurait été, et qu'il serait, inacceptable pour un président américain, quel qu'il soit, d'accepter du matériel, des armes militaires, voire nucléaires russes, à sa frontière avec le Canada ou avec le Mexique. Il ne l'accepterait pas. Poutine ne l'a pas accepté. Voilà. Et quand on voit la façon dont ces deux belligérants ont trouvé immédiatement des soutiens dans le monde, on comprend que l'enjeu va bien au-delà de la Russie et de l'Ukraine. On comprend que la vraie guerre, c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN, ou plutôt de l'OTAN contre la Russie. Et que le but, c'était de couper l'Europe en deux, de faire en sorte de briser tous les liens possibles entre l'Europe et la Russie, de manière d'éviter l'apparition d'une vaste puissance continentale susceptible de concurrencer les États-Unis. Il fallait cette guerre pour qu'il y ait des sanctions contre la Russie, auxquelles les sanctions que les Européens ont adoptées alors qu'ils en sont les premières victimes. Il fallait supprimer l'approvisionnement en gaz et en russe et en pétrole de l'Europe occidentale, notamment de la France et de l'Allemagne, pour pouvoir vendre le gaz américain. Il fallait faire sauter le gazoduc Nord Stream. On voit bien que tous les avocats, les porte-paroles de l'idéologie dominante ont apporté leur aide à l'Ukraine, tandis que tous les pays émergents, les fameux BRICS, se sont plutôt rapprochés de la Russie, à commencer bien sûr par la Chine. Et on voit bien cette distribution qui nous dit quelque chose. Et le drame,
Ben, le drame, c'est que les malheureux Ukrainiens ont été victimes de cela. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils ont cru qu'ils seraient plus en sécurité en faisant venir l'OTAN chez eux, et c'est l'inverse qui s'est produit. Le tiers de leur population s'est expatrié, a choisi l'exil, les autres sont envoyés mourir dans des conditions horribles, tout comme les Russes d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il faut à tout prix que cette guerre affreuse se termine le plus vite possible, parce que l'issue n'a plus de mystère. L'Ukraine a perdu la guerre, et l'OTAN, ce qui est plus grave, a perdu la guerre. Oui. Trump s'en est rendu compte. Trump n'est pas un sentimental, il n'a pas de préférence a priori pour les Russes et pour les Ukrainiens. Il a vu que cette guerre a été un investissement massif pour les États-Unis, que ça a coûté beaucoup et que ça ne rapporte rien. Ben, il dit, on en va, on arrête, hein. Et on va essayer au contraire que ça rapporte. Tiens, pour que ça rapporte, on va acheter les centrales nucléaires ukrainiennes, on va acheter les métaux rares, les terres rares en Ukraine. On va racheter l'Ukraine, quoi. Finalement, en fait d'indépendance, pour éviter la coexistence avec les Russes, les Ukrainiens vont se retrouver une colonie des États-Unis. Et cette guerre pouvait être évitée, même à l'époque des accords de Minsk, oui. Il était encore possible. Et c'est envoyé Boris Johnson. C'est Boris Johnson qui a fait pression sur Zelensky pour qu'il ne les accepte pas. La solution du problème ukrainien, elle était là dès le début. L'Ukraine est un pays en partie artificiel. D'un côté, c'est le pays d'origine de la Russie. Le rapport de la Russie à l'Ukraine, c'est un peu comme la Serbie par rapport au Kosovo. Mais surtout, il est évident qu'il y a deux Ukraines. Il y a une Ukraine occidentale qui est liée par l'histoire à la Pologne et à l'Autriche. Il y a une histoire orientale et une Ukraine orientale qui est liée à la Russie. Et le problème, c'était les droits des russophones. Que Zelensky, lui-même russophone, voulait interdire. Alors qu'il y avait une solution fédérale. La solution, c'était que, l'Ukraine reste neutre, au même titre que la Finlande, et comme l'a été l'Autriche, et d'autre part, qu'elle soit fédéralisée de façon à ce que les ukrainophones et les russophones puissent avoir les droits et les libertés attachés à la langue qui leur est propre. Et là, on a mis doigt dans l'engrenage et on arrive maintenant à cette situation absurde où les Européens, qui n'ont pas été capables de l'emporter en Ukraine avec l'aide américaine, font semblant de croire aujourd'hui qu'ils vont mieux réussir sans les Américains. Ce qui est absolument surréaliste. Et on voit bien que les propositions mirobolantes de Macron qui roule les muscles comme si il n'est pas capable de dire non à l'Algérie, mais il va à lui seul battre l'armée russe. Tout ça est ridicule et on voit bien que l'Europe reste divisée, que personne ne suit vraiment et qu'il y a déjà la Slovaquie et la Hongrie dont on connaît les positions, l'Italie commence à prendre ses distances, les Espagnols ne veulent pas y aller, les Anglais veulent bien servir de garantie mais ne veulent pas aller sur place, l'Allemagne est à peu près le seul pays qui est disposé à réarmer, ce qui fait qu'on va arriver à cette situation extraordinaire, que le bilan final, le résultat final de toute cette guerre sera une Allemande plus puissante militairement. Ce qu'on avait voulu empêcher depuis la fin de la dernière guerre. Donc vous voyez, il y a un côté surréaliste dans tout ça. Vous évoquez l'Hongrie. Nous avons une question. Justement, c'est un très, très bel exemple. Quelle est votre perception et quelles sont vos réflexions sur la révolution illibérale, comme on la voit se dérouler librement en Hongrie? Ben, je trouve que le mérite de la Hongrie est double. D'abord, Orban a été le premier c'est pas lui qui a inventé le mot illibéral, mais il a été le premier à dire qu'il s'opposait à la démocratie libérale, non pas au nom d'un régime dictatorial,
mais au nom d'une conception illibérale de la démocratie. Il est très clair que là, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il a montré que la démocratie libérale n'était pas un mot qui s'écrivait, n'était pas deux mots, mais un seul. Il a montré que démocratie et libéralisme, ce n'est pas la même chose. Qu'il y a une démocratie libérale, où la démocratie est limitée par le libéralisme, et qu'il peut y avoir une démocratie illibérale, où la souveraineté du peuple est pleinement reconnue. Je trouve que c'est historiquement très important. Deuxièmement, Orban a mis en œuvre, avec les moyens relatifs dont il dispose, une politique extrêmement courageuse vis-à-vis des pressions formidables que lui fait subir l'Union européenne. C'est-à-dire, il dit non, non, je n'ouvrirai pas mes frontières à une immigration incontrôlée. Non, je ne participerai pas à la défense armée de l'Ukraine, qui est un combat perdu d'avance. La Slovaquie fait un peu la même chose que lui, mais avec moins d'importance. La Slovaquie est un petit pays, mais on voit bien à l'heure actuelle qu'en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie, en Géorgie, ça bouge énormément. Donc je crois que Viktor Orban, avec sa vision illibérale des choses, a mis en route quelque chose qui va au-delà de lui-même et que nous allons vers une grande montée de l'illibéralisme dans le monde. Je crois d'ailleurs que les grands acteurs de la scène internationale aujourd'hui, ça ne sera pas les nations, ça ne sera pas les empires, les anciens empires au sens strict, c'est ce que l'on appelle maintenant de plus en plus les grands États civilisationnels. C'est un peu la vision de Carl Schmitt, les grosses Räume, les grands espaces, c'est-à-dire les regroupements de pays autour d'un pays un peu plus central et un peu plus important que les autres, autour des États-Unis d'Amérique, autour de l'Iran, autour de la Turquie, autour de l'Allemagne, autour de la Chine, autour de la Russie, et ainsi de suite. On voit se dessiner le rôle des États civilisationnels, et je crois que c'est une bonne chose, qui correspond au retour du monde à sa naturelle multipolarité. On arrive à la dernière question. Oui. Nous avons une civilisation à sauver. Et cette interview sera suivie par des dizaines de milliers de personnes prêtes à s'engager. Par où peuvent-elles débuter? Par où peut-elle débuter? Débuter. Par une prise de conscience personnelle et par une résolution personnelle qui ensuite s'étendra au collectif. Quelle résolution? Nous sommes aujourd'hui dans une situation où notre civilisation est menacée de disparaître par une idéologie dominante dont l'aboutissement logique est le nihilisme ou le chaos. Pas la guerre civile, le nihilisme ou le chaos. La résolution personnelle, ça consiste à dire « le nihilisme ne passera pas par moi ». Et j'agirai en conséquence. Le nihilisme ne passera pas par moi. Et puis il y a d'autres groupes qui le diront. Des mouvements politiques, des cercles intellectuels, des organes de réflexion universitaires. Le nihilisme ne passera pas par moi. Alain Benoît, merci beaucoup pour votre accueil. Merci, merci pour cette interview. Goed zo.